Chaque nuit claire, loin des lumières des villes, une bande laiteuse traverse le ciel étoilé. Les Français l'appellent la Voie lactée. Elle abrite plusieurs centaines de milliards d'étoiles, dont la nôtre, et sa cartographie la plus précise jamais réalisée doit énormément à la France. Voici l'histoire vraie de notre galaxie. La Voie lactée est une galaxie spirale barrée qui rassemble entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Vue de dessus, elle ressemblerait à un immense disque tournant, structuré par plusieurs bras spiraux enroulés autour d'un centre lumineux et dense. Le diamètre de notre galaxie est estimé entre 100 000 et 120 000 années-lumière, certaines estimations récentes évoquant même jusqu'à 200 000 années-lumière. Une échelle si vertigineuse qu'elle dépasse largement l'entendement humain ordinaire. Au centre de ce disque se trouve le bulbe galactique, une concentration particulièrement dense d'étoiles, souvent parmi les plus anciennes de toute la galaxie. C'est de ce bulbe que partent les grands bras spiraux qui dessinent la silhouette caractéristique de notre galaxie. Observer le centre de notre galaxie en lumière visible depuis la Terre est presque impossible. D'épais nuages de gaz et de poussière interstellaire concentrés dans le plan du disque absorbent et diffusent la lumière des étoiles situées derrière eux. Pour percer ce voile, les astronomes doivent utiliser l'infrarouge, les ondes radio ou les rayons X, qui traversent la poussière bien plus facilement que la lumière visible. Au cœur exact de la Voie lactée se cache un trou noir supermassif, baptisé Sagittarius A étoile. Sa masse équivaut à environ 4 200 000 fois celle du Soleil, pour un diamètre d'une vingtaine de millions de kilomètres, situé à environ 26 000 années-lumière de la Terre. Autour de ce disque s'étend le halo galactique, une vaste région sphérique contenant des étoiles particulièrement anciennes, de nombreux amas globulaires ainsi que l'essentiel de la mystérieuse matière noire qui semble maintenir l'ensemble de la structure cohérente. Dans les années 1970, les astronomes constatent une anomalie troublante. Les étoiles situées loin du centre galactique tournent bien plus vite que ne le prévoit la seule masse visible. Cette découverte, en grande partie due aux travaux de l'astronome Vera Rubin, révèle l'existence d'une masse invisible, la matière noire, qui représenterait environ 85% de la masse totale de notre galaxie, sans qu'on en connaisse encore la nature exacte. Notre système solaire tout entier se situe dans un bras secondaire de la galaxie appelé le bras d'Orion, à environ 26 000 années-lumière du centre galactique. Le Soleil met environ 230 millions d'années pour effectuer une seule révolution complète autour de ce centre, une durée que les astronomes appellent parfois une année galactique. Le disque de notre galaxie n'est pas uniforme, il se compose en réalité de deux structures superposées. Le disque mince concentre les étoiles jeunes, riches en éléments lourds, ainsi que les régions de formation stellaire actives. Le disque épais, plus vaste et plus ancien, abrite des étoiles plus pauvres en métaux, témoins d'une époque bien plus reculée de l'histoire de la galaxie. Les bras spiraux de la galaxie ne sont pas des structures figées, ce sont des zones de densité où le gaz interstellaire se comprime suffisamment pour donner naissance à de nouvelles étoiles. Ces régions de formation stellaire comptent parmi les plus spectaculaires de toute la galaxie. Un mystère a longtemps intrigué les astronomes. Si les bras spiraux tournaient comme un simple disque, ils auraient dû s'enrouler sur eux-mêmes depuis longtemps. En 1964, les astrophysiciens Xia Xiaolin et Frank Xu proposent une explication élégante. Les bras ne sont pas faits des mêmes étoiles, mais correspondent à une onde de densité qui traverse le disque, comme un embouteillage qui se déplace sans que ce soit toujours les mêmes voitures qui le composent. En 1609, Galileo Galilei pointe pour la première fois une lunette astronomique vers cette bande laiteuse. Il découvre alors qu'elle n'est pas un nuage continu, mais une multitude innombrable d'étoiles individuelles, trop proches les unes des autres pour être distinguées à l'œil nu. Cette observation, publiée en 1610 dans son ouvrage Sidereus Nuncius, marque le véritable début de l'astronomie moderne de notre galaxie. Au XVIIIe siècle, un astronome français, né en Lorraine, va profondément marquer notre connaissance du ciel profond. Charles Messier développe très tôt une véritable obsession pour la traque des comètes, une passion qui le conduira à observer le ciel avec une minutie inédite pour son époque. Au cours de sa carrière, Messier découvrira 21 comètes et en observera 44 au total, un exploit qui lui vaudra, de la part du roi Louis XV en personne, le surnom resté célèbre de Furet des comètes. Mais dans ses recherches de comètes, Messier se heurte sans cesse au même problème. Certains objets flous et diffus, immobiles dans le ciel, sont sans cesse confondus avec de véritables comètes. Pour ne plus perdre de temps à les réexaminer, il décide de les recenser systématiquement dans un catalogue à part. Entre 1758 et 1782, Messier établit ainsi une liste d'une centaine d'objets célestes, en étroite collaboration avec son ami et assistant Pierre Méchain, qui contribuera lui-même à la découverte d'au moins une vingtaine de ces objets.
Ce catalogue, connu aujourd'hui simplement sous le nom de catalogue Messier, continue d'être utilisé par les astronomes amateurs et professionnels du monde entier. Il recense des amas d'étoiles, des nébuleuses et même d'autres galaxies entières que Messier ne pouvait pourtant pas identifier comme telles à son époque. En 1785, l'astronome britannique William Herschel entreprend une tâche titanesque, compter les étoiles visibles dans des centaines de directions du ciel avec son télescope. Il en déduit la toute première carte de la forme de notre galaxie, une sorte de meule aplatie avec le Soleil proche du centre, une estimation erronée sur la distance, mais une méthode pionnière qui ouvrira la voie à toutes les cartographies suivantes, jusqu'à la mission Gaïa. Un siècle plus tard, un autre Français va profondément transformer le rapport du grand public à l'astronomie. Camille Flammarion, astronome né en Haute-Marne en 1842, consacre sa vie à rendre accessible à tous la beauté et la complexité du ciel étoilé. En 1882, un admirateur offre à Flammarion une propriété à Juvisy-sur-Orge, au sud de Paris, où il fait construire un véritable observatoire personnel, équipé d'une coupole abritant un télescope équatorial de 240 mm, un instrument remarquablement avancé pour cette époque. En 1887, Flammarion fonde la Société astronomique de France, une organisation destinée à rassembler aussi bien des astronomes professionnels que de simples passionnés du ciel. Cette société existe encore aujourd'hui et continue de promouvoir l'astronomie auprès du grand public français. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour que les astronomes comprennent pleinement que nombre de ces nébuleuses observées dans le ciel ne font pas partie de notre propre galaxie, mais constituent en réalité des galaxies entières et indépendantes, situées à des distances absolument colossales. En 2013, l'Agence spatiale européenne lance la mission Gaïa, un télescope spatial ayant pour ambition de cartographier avec une précision inédite la position et le mouvement de plus d'1 milliard d'étoiles de notre galaxie. Une entreprise scientifique d'une ampleur absolument sans précédent dans toute l'histoire de l'astronomie. Le Centre national d'études spatiales français consacre d'importantes ressources techniques et humaines à cette mission au sein d'un consortium international de traitement des données rassemblant plus de 400 scientifiques et ingénieurs répartis dans 24 pays différents. Avant Gaïa, le CNES lance en 2006 le satellite COROT, premier télescope spatial entièrement dédié à la recherche d'exoplanètes et à l'étude des étoiles de notre galaxie. En 2009, COROT détecte COROT 7b, la première exoplanète rocheuse jamais confirmée en dehors de notre système solaire, une découverte majeure qui ouvrira la voie à toutes les missions de chasse aux exoplanètes qui suivront. Au terme de sa mission, Gaïa aura accumulé plus de 3000 milliards d'observations individuelles permettant d'établir des mesures de très haute précision pour près d'1,7 milliard d'étoiles. Un catalogue d'une richesse absolument inégalée dans toute l'histoire de l'astronomie. En 2022, l'Agence spatiale européenne publie le troisième catalogue de données de Gaïa, incluant pour la première fois des informations détaillées sur la composition chimique de millions d'étoiles et sur des dizaines de milliers d'astéroïdes de notre système solaire. La mission, initialement prévue pour 5 ans, est prolongée jusqu'en 2025, année où le satellite a définitivement épuisé son carburant après plus d'une décennie de service. Grâce à Gaïa, les astronomes peuvent désormais suivre avec précision non seulement la position, mais également la vitesse et la direction du déplacement de centaines de millions d'étoiles individuelles, permettant de reconstituer comme jamais auparavant la dynamique complète de notre galaxie. Dans le Cher, la station de radioastronomie de Nancy, créée en France en 1953, étudie notre galaxie d'une toute autre manière en captant les ondes radio émises par le gaz d'hydrogène interstellaire, invisible dans le spectre de la lumière visible, mais essentiel à la compréhension de la structure des bras spiraux. Au-delà du gaz interstellaire, la station de Nancy capte également les signaux réguliers des pulsars, des étoiles à neutrons ultra-denses issues de l'explosion d'étoiles massives qui tournent sur elles-mêmes plusieurs centaines de fois par seconde en émettant un faisceau d'ondes radio semblable à un phare. Le radiotélescope français y consacre l'un des plus importants programmes de surveillance au monde depuis les années 1970. C'est en 1967 qu'a lieu la toute première détection d'un pulsar à l'Observatoire radioastronomique de Cambridge, en Angleterre. L'autrice de cette découverte est une jeune doctorante nord-irlandaise, Jocelyn Bell-Burnell, qui repère un signal radio d'une régularité si parfaite qu'il est d'abord surnommé LGM pour Little Green Men, en référence à une hypothétique origine extraterrestre. Il s'agit en réalité de la première étoile à neutrons en rotation jamais observée, une découverte qui vaudra le prix Nobel de physique, non pas à elle mais à son directeur de thèse, une injustice restée célèbre dans l'histoire des sciences. Fondée en 1667,
L'Observatoire de Paris demeure aujourd'hui encore l'un des centres de recherche les plus actifs au monde dans l'étude de notre galaxie, contribuant directement au traitement des données de la mission Gaïa, aux côtés du Centre national d'études spatiales. Les amas globulaires, ces sphères denses regroupant parfois plusieurs centaines de milliers d'étoiles, comptent parmi les objets les plus anciens connus de toute notre galaxie, certains datant de près de 13 milliards d'années, à peine quelques centaines de millions d'années après le Big Bang lui-même. En 1908, l'astronome américaine Henrietta Leavitt découvre une propriété remarquable d'un type d'étoile variable, les céphéides. Leur luminosité réelle est directement liée à leur rythme de pulsation. Cette découverte fournit aux astronomes une véritable règle graduée pour mesurer les distances dans notre galaxie et bien au-delà, un outil encore utilisé aujourd'hui pour calibrer l'échelle des distances cosmiques. Au sein des bras spiraux, d'immenses nuages de gaz et de poussière, appelés nébuleuses, servent de véritables pouponnières où naissent continuellement de nouvelles étoiles. Ces régions comptent parmi les objets célestes les plus photographiés et les plus spectaculaires observés par les plus grands télescopes du monde. Notre galaxie n'est pas seule, elle est entourée d'une cinquantaine de galaxies naines satellites, dont les plus célèbres sont le Grand et le Petit nuage de Magellan, visibles à l'œil nu depuis l'hémisphère sud. Ces galaxies compagnes sont progressivement déchiquetées par les forces de marée de la Voie lactée, qui leur arrachent des filaments d'étoiles et de gaz, un processus qui préfigure à plus petite échelle la future collision avec Andromède. Dans environ 4 milliards d'années, notre galaxie devrait entrer en collision avec sa voisine la plus proche, la galaxie d'Andromède, dans un processus de fusion qui s'étendra sur plusieurs centaines de millions d'années, avant de donner naissance à une seule et même galaxie elliptique géante. Aujourd'hui, la pollution lumineuse croissante des grandes villes rend l'observation directe de la Voie lactée à l'œil nu de plus en plus rare et difficile, réservée le plus souvent aux zones rurales reculées ou à quelques réserves de ciel étoilé spécialement préservées pour cette raison. En 2014, une équipe internationale d'astronomes révèle que notre galaxie appartient à une structure encore plus vaste, le superamas de Laniakea, qui rassemble environ 100 000 galaxies sur plus de 500 millions d'années-lumière. Ce nom, qui signifie paradis immense en hawaïen, désigne ainsi notre véritable adresse cosmique, bien au-delà de notre seule Voie lactée. Malgré des siècles d'observations minutieuses et des décennies de missions spatiales dédiées, nombre de mystères entourant notre propre galaxie restent encore aujourd'hui pleinement irrésolus et continuent de mobiliser des générations entières d'astronomes à travers le monde entier. Du catalogue manuscrit de Charles Messier à la précision numérique inégalée de la mission Gaïa, en passant par la vulgarisation populaire de Camille Flammarion, la France a occupé durant près de 3 siècles une place de tout premier plan dans l'exploration scientifique de notre propre galaxie. Notre galaxie demeure, encore aujourd'hui, à la fois profondément familière et immensément mystérieuse. Elle est notre maison dans l'univers, et l'histoire de sa découverte progressive restera, pour longtemps encore, l'une des plus grandes aventures scientifiques jamais menées par l'humanité.